Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. L'audience accordée par le président de la République Alassane Ouattara à la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, présente à Abidjan dans le cadre de la 10e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La présidente directrice générale de France Média Monde a salué l'engagement du chef de l'État à défendre la liberté et le professionnalisme de la presse. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a visité le 4e pont d'Abidjan, ce pont qui va relier les communes de Yopougon au plateau de Kola, un taux d'avancement physique de 92% à ce jour. Le chef du gouvernement allait s'imprégner de l'avancée des travaux, annonce une ouverture partielle du pont les semaines à venir afin de soulager les populations. À Québec, au Canada, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Adama Diawara prend part à la 7e conférence des ministres francophones en charge de l'enseignement supérieur de la recherche en marge de la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Adama Diawara plaide pour la suppression ou l'allègement des modalités du visa et le financement des publications des résultats issus de la recherche. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. L'on ouvre ce journal avec cette information. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi 3 novembre 2023 pour un séjour en France. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le chef de l'État donc qui part pour un séjour en France aujourd'hui, qui a quitté donc Abidjan aujourd'hui. Hier jeudi, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, présente à Abidjan dans le cadre de la 10e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La présidente directrice générale de France Média Monde a salué l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, à défendre la liberté et le professionnalisme de la presse. Et c'est ce que nous dit Jérôme Kofi Abola. Présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, en déplacement sur le sol ivoirien, s'est rendue ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle a eu pour hôte le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le plaisir d'accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, que gère RFI et France 24, je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins. Nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays, parce que c'est important, l'information des populations. Donc, Madame, bonne arrivée et bon séjour en Côte d'Ivoire. Pour Marie-Christine Saragosse, cette rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire, qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'assassinat des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon, constitue un grand honneur. On est très touchés de son accueil, qu'on tenait à venir à Abidjan pour le 10e anniversaire, ce triste anniversaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, à l'occasion de la remise de la 10e bourse qui porte leur nom et qui permet de transmettre le flambeau vers les générations futures. On tenait à être ici parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce qu'il avait tenu à décorer Jean Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce qu'il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. La présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a en outre exprimé sa joie d'avoir été reçue ce jour par le chef de l'État ivoirien qui n'a de cesse d'apporter son soutien à la presse, tant sur le plan national qu'international.
Et deuxième titre de ce journal, en construction depuis 2018, le 4e pont d'Abidjan qui va relier les communes de Yopougon au plateau connaît un taux d'avancement physique de 92% à ce jour. C'est ce qu'a révélé la visite de chantier initiée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Satisfait de l'avancée des travaux, il annonce une ouverture partielle du pont les semaines à venir afin de soulager les populations. Mahama Traoré. Un autre pont au-dessus de la lagune Ébrié. Le 4e dont se dote la ville d'Abidjan, il va relier la commune de Yopougon à celle du plateau en passant par celle d'Adjamé et d'Atekoubé sur une distance totale de 7,2 km. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu s'enquérir de l'état du chantier à 92% de taux d'achèvement. Sa visite de terrain démarre sous le viaduc fièrement dressé au-dessus du carrefour Boribana à Atekoubé, viaduc qui permettra aux usagers d'emprunter le pont principal qui enjambe la lagune Brié et rallier la commune de Yopougon. Le chef du gouvernement constate que cette section est déjà praticable. Les élus locaux conviés à cette visite de chantier se réjouissent déjà de la métamorphose de leur cité grâce à cette infrastructure. Avec ce pont, je pense que les Ivoiriens vont se déplacer plus facilement. Le dernier dégagement des populations sur Dindin a été pris en compte dans un protocole d'accord et que ce protocole d'accord est en train d'être mis en œuvre afin que cela soit dédommagé. Poursuivant sa visite, le chef du gouvernement marque une escale au niveau de l'ouvrage de franchissement de la traversée d'Adjamé, encore en chantier, avant de poursuivre son périple à Yopougon-Toit-Rouge, où est sorti de terre un pont, autre composante du projet. À chaque escale, Robert Begré-Mambé questionne les acteurs en charge de la réalisation de l'édifice sur les aspects techniques, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en premier. Malgré le satisfecit, le Premier ministre souhaite voir les travaux vite s'achever afin de désengorger l'autoroute du Nord. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Adjamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. Le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont jusqu'à Atekoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous avons faites de terminer les embranchements, sorties et accès. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du deuxième pont de Yopougon jusqu'au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau soit faite le plus rapidement possible. Nous avons fait remarquer à l'entreprise qu'elle dispose de matériel, du personnel, des matériaux et de toute la mécanique ingénieriale avec le BNET et le ministère de l'Équipement pour achever dans les meilleurs délais ce chantier. C'est une exigence que nous avons partagée avec eux et j'espère que l'entreprise a bien compris ce que nous leur avons dit. Ce qu'il faut dire, c'est de remercier le président de la République pour ce gros chantier qu'il a lancé sur Abidjan. Lancé en 2018, la construction du 4e pont s'inscrit dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan. Il est cofinancé à hauteur de 154 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Un reportage de Mahama Traoré, un autre constat pour un autre chantier, celui du métro d'Abidjan. Comment avancent les travaux de ce chantier? Pour en avoir le cœur net, pour s'en faire une idée précise, le ministre des Transports, Amadou Koné, a visité le chantier de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les travaux préparatoires des différentes stations avancent bien. Le ministre des Transports sur le paiement des frais de dédommagement aux populations et biens qui seront impactés par ces travaux rassure. Reportage Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Gaz Citaraï du plateau. Sur ce chantier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, des ouvriers sont à la tâche en vue de respecter les délais des travaux. Des travaux exécutés par la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, SICMA, un consortium d'entreprises. Ce projet important dans le trafic du district d'Abidjan permettra de fluidifier la circulation
et de réduire le temps des trajets entre les communes d'Anyama, Treichville, Plateau et Abobo. Ce matin, le ministre des Transports effectue une visite de terrain. Les indices concernant l'exécution des travaux préparatoires sont édifiants selon Amadou Koné. Il était important pour moi de venir voir en termes de travaux préparatoires qu'est-ce qui est fait. Je suis très heureux de voir qu'en ce qui concerne le déplacement de réseau, c'est quasiment achevé. On a encore 2 sujets qui sont en train d'être traités dans la partie sud, notamment ce qui concerne donc la fibre optique marine et puis le réseau d'assainissement avec l'ADN 1800 qui sont en train d'être traités. Sur la partie nord, les choses avancent très bien en termes de terrassement. Alors, il y a un terrassement qui est fait pour déplacer la voie Sitaraï et puis terrassement qui est fait concomitamment là où c'est possible pour ce qui concerne donc le métro. Après quoi, le constructeur va commencer donc à réaliser donc les voies. Quant à l'indemnisation des populations impactées par le projet, le ministre rassure. Les paiements globalement sont exécutés à bonne date. Donc nous continuons de suivre de près. Donc les questions d'indemnisation, ce sont des contraintes que nous avons en termes d'impact environnemental et sociaux avec les financiers donc de cette opération. Donc nous travaillons pour que donc, tout le monde soit mobilisé et qu'il n'y ait pas donc de problème. Ce projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan mobilise en termes d'emploi 500 personnes. Lancé en novembre 2017 par le président de la République ivoirien et son homologue français, les travaux sont prévus pour s'achever dans le courant de 2026-2027, selon le ministre des Transports. Et loin des visites terrain, dans une ambiance plus calme du côté de l'Assemblée nationale, la Côte d'Ivoire se dote d'un texte de loi pour protéger les emblèmes de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge et le Cristal Rouge, 3 organismes internationaux qui œuvrent dans l'humanitaire partout dans le monde. Il s'agit d'éviter tout abus de l'image de ces structures humanitaires à d'autres fins. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était d'ailleurs face aux députés membres de la Commission Sécurité et Défense pour présenter le projet de loi relatif à la protection des emblèmes de ces organismes. Le texte a été adopté à l'unanimité. Konaté Moussa. La Croix-Rouge, le Croissant Rouge, le Cristal Rouge, des organismes internationaux de services humanitaires. Reconnus mondialement pour leur assistance sur le terrain, ils sont protégés par le droit international. L'État de Côte d'Ivoire se dote aussi d'un texte de loi pour la protection de ces organisations humanitaires. Le ministre de la Justice est devant les députés pour présenter le projet de loi relatif à la protection des emblèmes de ces 3 structures internationales. L'utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge est régie par des conventions internationales qui en assurent la protection. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a souscrit à l'ensemble de ces conventions internationales, ce qui fait qu'elle a l'obligation de transposer ces dispositions dans notre ordre juridique interne, afin donc d'assurer la protection de ces emblèmes. L'objet de ma présence dans l'hémicycle, c'est justement de soumettre aux honorables députés ce projet de loi visant donc à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge, tant en temps de paix qu'en temps de conflit armé, pour éviter toute utilisation abusive ou malveillante. Le texte est adopté à l'unanimité des députés membres de la Commission Sécurité et Défense. Un 3e et dernier titre de ce journal, direction Québec au Canada, où 2 thématiques ont figuré au cœur d'un huis clos qui a rassemblé des ministres francophones en charge de l'enseignement supérieur de la recherche dans le cadre de la tenue de la 7e conférence des ministres francophones en charge de l'enseignement supérieur de la recherche en marge de la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Il s'agit de la mobilité estudiantine et la publication scientifique dans l'espace francophone. Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Adama Diawara, qui a porté la voix de la Côte d'Ivoire à cette conférence, plaide pour la suppression ou l'allègement des modalités du visa, le financement des publications des résultats issus de la recherche. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Québec, c'est Forazegui. Les 3e assises de la francophonie scientifique referment leurs portes à Québec. Au terme de 4 jours de réflexion poussée,
Plusieurs pistes de solutions sont proposées pour venir à bout des problèmes que rencontrent les universités francophones. Il s'agit entre autres de la création d'un réseau d'étudiants francophones, d'un réseau universitaire francophone sport et études et celle du réseau francophone d'universités virtuelles qui est présidé par la Côte d'Ivoire. C'est un réseau qui est ouvert aux universités virtuelles qui vont se créer, mais aussi aux universités qui sont en présentiel, qui ont souvent même des départements consacrés au numérique ou qui ont une volonté de transformation numérique vers l'hybridation. Donc ce réseau va permettre de partager déjà tout ce qui est ressources pédagogiques, de pouvoir co-construire des formations ensemble, conduire des plaidoyers ensemble. Cette édition a également abrité la 7e conférence des ministres francophones en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. La trentaine de ministres présents a planché sur la mise en pratique et le déploiement du manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. C'est un très bel instrument, mais encore faudrait-il que cet instrument-là soit rendu opérationnel. Alors, ce qui veut dire qu'il y a les priorités qui sont dans le manifeste qu'on appelait les 7 priorités échangées, et il fallait les opérationnaliser. Et donc, le débat de ce matin a consisté à amorcer l'opérationnalisation de ce manifeste, du moins sur ces 2 premiers points, à savoir d'abord la mobilité des étudiants de l'espace francophone et ensuite la valorisation des publications scientifiques francophones. Face à ce parterre de personnalités, Adama Diawara a porté la voix de la Côte d'Ivoire qui plaide pour la suppression ou l'allègement des modalités du visa et le financement des publications des résultats issus de la recherche. Que les débats entre ministres ont tourné autour de ces 2 points. Alors s'agissant du premier point, c'est-à-dire sur la mobilité, l'Agence universelle de la francophonie, l'AUF, a proposé ce qu'on appelait le PIMEF, c'est-à-dire le Programme international de mobilité et d'employabilité francophone. Alors ce PIMEF est un très bel instrument, c'est vrai, mais pour que cet instrument joue son rôle de façon efficace, je dirais même de façon efficiente, il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus. Le premier problème, c'est la mobilité dans l'espace francophone. Et là, ça pose tout de suite le problème, l'éternel problème, j'allais dire, de visa pour avoir accès à certains pays. Alors ensuite, le deuxième problème qui est posé pour l'application donc de cette mobilité estudiantine, c'est le problème du financement. La mise en place de ce qu'on appelait le fonds d'amorçage va constituer un test grandeur nature pour la mobilisation des ressources en vue d'implémenter ce PIMEF. Bon, je donnerai simplement à titre indicatif que selon les simulations qui ont été faites, normalement le PIMEF devrait être adopté l'année prochaine, à la prochaine conférence des ministres, donc en 2024, et devrait démarrer en 2025. Et pour les 1000 premières mobilités estudiantines, ça va nécessiter 2,1 millions d'euros. La Semaine de Québec a vu naître plusieurs réseaux francophones qui vont fédérer leurs efforts afin de faire bouger les lignes au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ici en Côte d'Ivoire, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a eu plusieurs échanges avec des guides religieux, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, le 26 octobre dernier et le 31 octobre avec le président du COSIM, des rencontres en vue d'obtenir leur bénédiction et implication pour la réussite de sa mission. Michel Mambo. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en visite au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Échanges cordiaux entre la ministre Belmondo Dogo et le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, la nouvelle ministre de la Cohésion nationale, sollicite la bénédiction des guides religieux et leur implication pour la réussite de sa mission. Une démarche saluée par l'hôte du jour. En tant que guide religieux, notre raison d'être, c'est de prier pour la paix en chacun de nous, avec lui-même, et la paix avec notre environnement, notamment notre environnement social. Donc nous sommes pleinement engagés à ses côtés. Nos prières l'accompagneront, Inch'Allah, mais pas seulement nos prières. Et chaque fois que nous serons en mesure de l'accompagner, de l'appuyer.
Le 26 octobre dernier, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté rencontrait l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Courtois. Les premiers qui, pour moi, doivent porter la thématique de la cohésion nationale, nous avons d'abord les guides religieux. Ils sont au contact quotidien avec les populations. Le guide religieux est comme une aiguille qui doit recoudre le tissu social. Nous ne pouvons pas vivre dans une société sans qu'il y ait des frictions. Mais nous devons faire en sorte que ces frictions se règlent en famille et pour nous, l'église, la mosquée reste et demeure une famille. Les guides religieux étant des acteurs clés du processus vers l'unité nationale, Miss Belmondo Dogo entend s'appuyer sur leur contribution pour une Côte d'Ivoire davantage unie, solidaire et paisible. Michel Mambo. Le 1er novembre dernier, l'Église catholique célébrait la fête de Toussaint, une journée de célébration de tous les saints, connus et non connus. Cette célébration est marquée chaque 2 novembre par un hommage aux disparus. Hier, nous étions le 2 novembre 2023, occasion pour plusieurs de se recueillir sur les tombes de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, parents, amis, frères et sœurs, munis de gerbes de fleurs, de souvenirs et d'intentions de prière. L'instant était au recueillement dans les cimetières d'Abidjan. Une équipe de reporters de la RTI s'est rendu au cimetière de Williamsville pour suivre ces moments chargés d'émotions. Reportage de Serge Pacomdidi, commenté pour vous par Jean-Marc Tchadji. Jeudi 2 novembre 2023, cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Liliane achète des gerbes de fleurs. Elle part se recueillir sur la tombe de sa mère, décédée il y a 22 ans. C'est vrai qu'on a fait des demandes de messe, mais il était important, selon nos habitudes, de venir. Hier, mes frères et sœurs sont passés. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer aussi pour matérialiser notre affection, notre amour pour elle. C'est d'admirateur de Doug Saga, venu lui aussi se recueillir sur la tombe de son artiste préféré. Je me rappelle l'enterrement de Doug Saga en 2006. J'étais très petit, j'étais arrêté tout près là. Donc chaque année, ça m'a marqué. Donc chaque année, il vient lui déposer un bouquet de fleurs pour lui rendre hommage aussi, pour dire, pour faire la prière pour lui aussi, chaque année. Le père Pascal Seka, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory, revient sur la symbolique de cette célébration. C'est pour commémorer tous les défunts. Ils sont partis, elles sont parties. Sont-ils au ciel, sont-elles au ciel? On ne sait pas. Il y a le purgatoire. Alors, comme nous avons parlé de cette lecture spirituelle mystique, de savoir s'ils sont au ciel, nous prions le 2 novembre pour tous ces défunts, pour que Dieu leur accorde sa miséricorde éternelle. Moment de recueillement et de prière pour le repos des âmes, ces célébrations ont été l'occasion pour les populations de se remémorer d'un amour près du cœur et loin des yeux. Et dans l'actualité internationale, en Iran, au moins 32 personnes ont perdu la vie et 16 autres personnes ont été blessées. Ce vendredi 3 novembre, dans un important incendie qui s'est déclaré dans un centre de désintoxication de Langaro, une ville de la province de Jilan, au nord du pays. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cet incendie. Paix aux âmes des disparus. Nous sommes vendredi et comme vous le savez certainement, et bien tous les vendredis, le sport prend sa place dans ce journal. Et ça maintenant. Et la page sport de cette édition qui s'ouvre à présent avec Samuel Metsch. Samuel, bonjour. Bonjour Herman Guivet. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Samuel Metsch, vous êtes journaliste à la rédaction sportive de la RTI 1. Alors, on va parler bien de la CAF Women's Champions League qui s'ouvre, n'est-ce pas? Ben ouais, qui s'ouvre. L'actualité d'ailleurs est cristallisée par la Ligue des champions féminines CAF, une compétition avec les 8 équipes, les 8 meilleures équipes donc, du continent. Et la RTI donc, suit de très près cette compétition. Elle sera couverte par le groupe RTI qui a déployé ses équipes donc au niveau de San Pedro et Korogo. Et il faut le savoir, les stades Amadou Gonkoulibaly et Laurent Pokou donc de Korogo et San Pedro seront pour donc cette semaine de compétition les stades phares pour donc la Ligue des champions féminines CAF. Alors deux localités qui vont vivre ce moment du 5 au 19 novembre 2023, capitale donc du football féminin. À ce titre, les autorités de la ville portuaire multiplient les rencontres pour une mobilisation totale autour de la compétition. Et avant la CAN, qui est donc le grand rendez-vous attendu par tous, Sam Conan, notre correspondant RTI San Pedro, nous fait le point. CAN 2023. La ville de San Pedro veut faire de cette fête du football africain une réussite.
Le comité local du COCAN, présidé par le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, a rencontré la population pour lui présenter son programme d'activité et sonner la mobilisation. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, c'est de nous appuyer par le biais de la Sotra. Si vraiment nous pouvons avoir les bus pour nous permettre de faire le ralliement, ça semble à San Pedro, ça va nous faciliter vraiment ce déplacement. Je pense que la population sera fière d'aller au terrain, de faire le plein des stades pour permettre à ceux-mêmes qui vont jouer ici d'être dans de bonnes conditions. La sécurité et la propriété de la ville, des priorités pour le COLOCAN. J'ai instruit Madame le DER de la construction pour le ravalement des façades de nos maisons pour montrer le beau visage de notre belle cité balnéaire. Alors vous voyez la divagation des animaux dans les rues. On va mettre fin à tout ça. C'est de ça qu'il est. Pour la réussite de la CAN à San Pedro, les autorités appellent à la mobilisation de tous. La Ligue des champions féminines qui se joue ici doit constituer un test. Chers parents, je voudrais vous demander une seule chose, c'est la mobilisation pour les femmes. La mobilisation doit être totale. La mobilisation doit venir de Boclé. La mobilisation doit venir de la Nawa. Et la mobilisation doit être encore beaucoup plus condensée au chef-lieu de région qui est la région de San Pedro. Le ministre-gouverneur Philippe Légré et le préfet des régions Ousmane Koulibaly ont fait un tour au stade Laurent Pokou pour s'assurer que tout est fin prêt pour le démarrage de la Ligue des champions féminines. Alors Samuel Metch, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette compétition? Herman Guivet, c'est une très bonne question. D'ailleurs, pour cela, je vous propose l'intervention de Madame Kanizat Ibrahim, présidente de la commission de football féminin de la CAF, qui nous donne les raisons. La Côte d'Ivoire a beaucoup investi ces dernières années dans les infrastructures, donc c'est très important pour nous. Et nous avons donc plusieurs choix en fait. Mais le choix de ces deux sites se porte tout simplement sur le fait que nous voulons permettre donc aux personnes qui n'ont pas accès facilement à ce genre d'événements, quand ça se passe par exemple dans les capitales, de pouvoir y participer. Donc ça a été plus un choix de proximité. Et il faut dire aussi que ces deux sites-là vont faire partie en fait des stades sur lesquels la CAN va se dérouler. Donc ça nous permet aussi quelque part de faire aussi la promotion du tourisme ivoirien. Il faut savoir que la dotation est estimée à 1,5 million de dollars au total et les vainqueurs partiront donc avec 400 000 $. Je pense que c'est la meilleure des motivations que l'on puisse avoir. Alors Samuel Metch, avec vous, le programme de la première journée? Oui, le programme de la première journée, très rapidement, il faut le savoir. Donc, l'équipe ivoirienne, l'Atlético d'Abidjan, est depuis une semaine donc, à Korogo. L'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns est arrivée hier. Pour ce qu'il faut savoir, demain samedi, nous aurons donc la réception officielle des clés du stade Amadou Gon Coulibaly par le ministre des Sports, Metch Silas. Et puis, nous aurons dimanche 5 novembre le démarrage effectif de la compétition avec le premier match à 17h à suivre en direct sur RTI 1. L'Atlético d'Abidjan Côte d'Ivoire face au Sporting Casablanca du Maroc dans le groupe A. Et à 20h, nous aurons JKT Queens de Tanzanie face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. 2 matchs à voir, donc nous l'avons dit, en direct sur RTI 1 le lundi 6 novembre. Il y aura donc dans le groupe B le champion en titre l'Asfar du Maroc face à Darkwa Ladies du Ghana. Et puis après, dans la soirée, Huracanes FC de la Guinée équatoriale face à l'AS Mandé du Mali. Voici pour ce qui est du programme. Et on parle également de football, de Ligue 1, avec justement le programme des 7e et 8e journées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la SEC est en tête du classement depuis la 6e journée. Oui, depuis la 6e journée, la SEC d'Abidjan, donc la SEC Mimosa a repris son fauteuil de leader. Il faut le savoir, donc la Ligue des champions féminine CAF ne mettra pas en berne notre championnat local de football. Et puis la 7e journée donnera comme affiche aujourd'hui même, vendredi à partir de 16h, donc au stade Robert Champroux de Marcory, l'Asie d'Abengourou, 14e au classement face à Boaké
FC 16e. Demain samedi à Gagnoa, nous aurons Gagnoa face au stade d'Abidjan. Et puis le samedi au Champrou, l'ASEC en tête du classement face à Korogo 6e. Voici pour ce qui est de la 7e journée. La 8e journée se jouera en semaine, donc le mercredi à 15h30. Nous aurons Zoma FC face à San Pedro au Parc des Sports de Trècheville. Le Lys de Sacentra sera face à l'AFAD au Champrou. Et toujours le même mercredi à Gagnoa, nous aurons Gagnoa face à l'ASEC. Un match à ne pas rater. À ne pas rater, vous faites bien de le dire. On a également du cyclisme avec le Tour du Faso, match. Et oui, le Tour du Faso qui bat son plein. Le Burkinabé Paul Daumont a désormais pris une option sérieuse quant à la conservation du maillot jaune de leader du 34e Tour du Faso. Sur les 6e et 7e étapes, l'étalon cycliste a creusé l'écart quand les éléphants, eux, se maintiennent donc dans le top 10. Salif Ouattara et Barnabé Conan nous font le point. 22 secondes, c'est l'écart entre Paul Daumont, maillot jaune, et son principal challenger, le Belge, Wouter Strudger. Pour y parvenir, les étalons ont dû serrer les dents et pousser en avant leur pivot sur l'axe Ouagadougou-Koudougou. 6e étape longue de 120 km 600 grâce à 10 points de bonification pris sur les points chauds et une victoire sur la ligne d'arrivée de Koudougou. Paul Daumont a désormais un écart acceptable sur ses principaux challengers. Même s'il arrive le jeudi 2 novembre en 6e position sur la 7e étape, les 122 km 800 reliant Koudougou à Boromo, Paul Daumont n'a rien perdu puisqu'il réalise le même chrono que le vainqueur de la course, le Marocain El Arabaoui Adil. Une victoire d'étape qui aurait pu être ivoirienne puisqu'à 5 km de l'arrivée de Boromo, Cissé Isiaka était seul en tête du peloton. J'ai tenté et bon, après ils m'ont pris à 3 km. Donc, après, c'est le peloton qui a décidé de l'arrière, donc je ne regrette rien, j'ai essayé. Bon, ça n'a pas. On n'était que 2 à rouler. Au début, on était 3, le Camerounais a chuté, et puis on est resté que 2 à rouler. Et il y avait 3 coureurs avec nous qui ne passaient pas des relais. Donc voilà, il y a ça aussi qui compte. Si on avait eu quelques soutiens, je crois qu'on avait les moyens pour arriver jusqu'au sprint final. Meilleur Ivoirien depuis le début de la compétition, le capitaine Abou Sanogo devrait terminer ce 34e Tour du Faso dans le top 10 au classement général individuel. Le capitaine Abou Sanogo. Alors Samuel Mech, très rapidement, qu'est-ce qui ne va pas avec l'équipe ivoirienne? Alors l'équipe ivoirienne a un gros problème de stratégie et de placement, donc c'est ce qu'il faut retenir. On espère très rapidement que les Ivoiriens reviendront donc à la charge pour nous offrir un bien meilleur moment. Et puis il faut le savoir, la 8e étape s'est courue donc aujourd'hui même, circuit fermé Bobo Dioulasso et le capitaine ivoirien était 2e. Et on a également du taekwondo avec justement le championnat d'Afrique. Oui, Abidjan va abriter la 20e édition du championnat d'Afrique de taekwondo du 5 au 6 novembre, donc dimanche et lundi. C'est une occasion pour plusieurs combattants donc africains, dont l'ivoirienne Ruth Babi, de pouvoir remporter des médailles d'or et avoir le maximum de points pour la qualification pour les JO Paris 2024. Merci à vous Samuel Mech pour toutes ces précisions concernant l'actualité sportive. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.